On a fait deux choses il y a 10 ans. On a réagi à la crise et puis on a commencé à mettre en place des réglementations. Alors, sur la réaction à la crise, il s'est passé, je pense que la réaction à la crise a été aussi bonne que possible après. Enfin, ce qui a été fait avant, c'est autre chose. Mais après, on a eu des gens dans les postes de responsabilité qui savaient ce que c'était qu'une crise financière, qui n'avaient pas perdu la mémoire et qui donc ont su à la fois répondre à la panique et ensuite engager un programme de relance. Et c'est ça qu'il fallait faire, et on s'en est sorti beaucoup mieux qu'on ne le craignait à l'époque. Même si on a fait quelques erreurs du type, par exemple, la déclaration européenne disant aucune banque ne fera faillite, ce qui était évidemment absurde. Mais en revanche, politiquement, ça a été une catastrophe. C'est-à-dire que ce qui est resté dans l'opinion partout, c'est qu'on se préoccupait beaucoup plus de sauver les banques que de répondre aux problèmes qu'elles avaient créés, que de traiter la racine du problème qu'elles avaient créé. Et que la relance de l'économie a été assimilée au sauvetage des banques. Et ça a produit, 10 ans après, les conséquences politiques que l'on voit, c'est-à-dire une forme de très grande révolte, justifiée à l'égard des erreurs qui ont été faites avant la crise, mais pas vraiment justifiée à l'égard du traitement qui a été donné à la crise. Alors du coup, c'est d'installer l'impression qu'on n'a rien fait du tout. Et qu'en fait, du point de vue, qu'on n'a rien fait du tout du point de vue traitement des causes, et que, en particulier sur le plan réglementaire, toutes les conditions se réunissent pour que ça recommence. Alors je trouve que c'est pas tout à fait exact. En matière de réglementation bancaire, il y a des choses très importantes qui sont faites. Une banque aujourd'hui, ça a beaucoup plus de capital, ça doit avoir beaucoup plus de liquidité, c'est-à-dire beaucoup plus de capacité de répondre à des chocs que ça n'était le cas il y a 10 ans. Donc on a, de ce point de vue-là, renforcé la robustesse du système. Ce qu'on a moins bien fait, ou ce qu'on n'a pas fait, c'est de répondre par exemple au problème des incitations, c'est-à-dire des rémunérations qui sont excessives et qui incitent trop à la prise de risque dans les bornes. Ce qu'on n'a pas bien fait, c'est de répondre à la question de la taille du système financier, parce qu'on a besoin d'avoir un système financier aussi gros et aussi qui absorbe autant de ressources. Ce qu'on n'a pas très bien fait, parce que c'est compliqué et qu'on ne sait pas exactement, on est encore en phase d'expérimentation, on ne sait pas encore comment bien le gérer, c'est de définir quelles sont les politiques qui permettent de faire tout ce qu'on appelle du macro-prudentiel, c'est-à-dire de gérer les évolutions globales des marchés, non pas les institutions une par une, mais la stabilité d'ensemble, autrement que par le jeu de politique monétaire des taux d'intérêt. Donc il y a des erreurs, il y a des choses qu'il faut apprendre, il y a des faiblesses, mais s'il faut les dire qu'il n'y a rien à dire. Merci. Patrick, peut-être une vision plus pessimiste. Non, je voudrais, comme Jean, déjà féliciter qu'on soit aux 10 ans des GECO. Le succès d'une institution comme les GECO, c'est quand, au lieu d'appeler des gens pour leur demander de venir, c'est quand les gens appellent pour demander de venir. Et on est passé dans ce stade 2. C'est quand même une preuve assez forte de succès. Sur la question des 10 années de la réglementation, d'abord, il y a une évolution qui est assez contrastée. En gros, on a réglementé la finance, et j'en reviendrai dans un peu plus de détails, et dans le même temps, on a déréglementé les marchés du travail. Donc moi je recherche aussi la cohérence, parce que ça a un sens finalement d'avoir cette ambivalence. On réglemente plus la finance et moins les marchés du travail. C'est assez curieux, quoi. En tout cas, moi je voudrais poser la question de savoir si ceci est cohérent, parce que les institutions sont évidemment liées. Sur la réglementation de la finance, alors comme Jean évidemment, et c'est clair, je vois qu'on a sans doute fabriqué un système bancaire beaucoup plus robuste que dans le passé, il y a plus de fonds propres, il y a beaucoup moins de prise de risque. Si vous regardez la structure du revenu des banques, elle a changé considérablement. Les activités de marché, c'est devenu tout petit. Ce qui devient gros, c'est les activités de service, les activités de gestion d'actifs, les activités de banque de détail. Donc on n'a plus du tout les mêmes banques. Est-ce que cependant, on a fait le travail qu'il fallait faire? Je pense que dans le même temps, on a laissé le reste de la finance continuer à grandir. Et même, on a poussé cela, puisque la réglementation des banques a aussi rendu les banques moins compétitives pour financer l'économie. Un crédit bancaire aujourd'hui, c'est plus cher qu'avant la crise, puisque les banques ont plus de contraintes, ont besoin de plus de fonds propres, ne seront pas sauvées par les États, et ceci se voit dans leur coût de financement.
Donc on a implicitement choisi de pousser le financement de nos économies vers les marchés financiers. Donc les marchés financiers, eux, ont continué à se développer tout à fait considérablement. Est-ce qu'on est sûr que c'est une évolution favorable d'avoir des banques plus petites et des marchés financiers plus gros? Je me pose la question, il y a beaucoup de gens qui pensent que ce n'est pas une évolution favorable, que le financement de l'économie sur les marchés financiers est moins stable que le financement de l'économie par les banques. Et puis le deuxième sujet sur la stabilité globale, c'est que la crise de 2008 était une crise d'excès d'endettement, or les taux d'endettement sont aujourd'hui plus élevés qu'en 2007 ou en 2008. Donc je pense que c'est un des assez grands échecs des politiques monétaires qui ont été menées depuis la crise. Évidemment, ces politiques monétaires ont évité le pire, hein. Elles ont évité une grave crise bancaire, une crise des dettes publiques, elles ont rétabli la solidité de la zone euro, mais en même temps, elles ont incité finalement les agents économiques très endettés à s'endetter encore plus. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à la question de savoir ce qu'on va faire avec les taux d'endettement. Comment on sort de ces niveaux d'endettement absolument colossaux. Est-ce que c'est une contrainte permanente sur les politiques monétaires, c'est-à-dire qu'on ne pourra jamais remonter les taux d'intérêt? Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir, et c'est un débat par exemple sur les dettes publiques de la zone euro, on va devoir envisager des restructurations ou des défauts sur un certain nombre de dettes qui étaient considérées comme sûres auparavant? Est-ce qu'on va rester avec cette espèce de taxation permanente de l'épargnant avec les taux d'intérêt bas qui permet de rembourser les dettes sur le très long terme? Mais il me semble que au lieu d'avoir une situation où les politiques monétaires expansionnistes donnaient le temps du désendettement, on a une situation où elles ont permis que l'endettement continue à progresser. Et je pense donc qu'on est aujourd'hui dans une situation qui, de ce point de vue, est peut-être même encore plus dangereuse que la situation de 2007. L'investissement public, il faut distinguer entre les pays. Il y a des pays où il s'est effondré. En Espagne, en Irlande, en Grèce bien sûr, on a perdu 3 points de PIB sur l'investissement public, par rapport à des niveaux qui étaient beaucoup trop élevés. En Allemagne, l'investissement public est très bas. Il est très bas depuis longtemps. En France, il a baissé d'1,5 point de PIB. Et il est un point au-dessus, plus d'un point au-dessus de l'investissement public en Allemagne. Donc la France, ce n'est pas un pays qui souffre, disons, si on fait le diagnostic macroéconomique, la France, ce n'est pas un pays qui souffre clairement d'une insuffisance de l'investissement public. Il y a ici ou là quelques problèmes, mais enfin, on n'est pas dans l'état de l'infrastructure des États-Unis où les ponts s'effondrent. Donc il faut, je pense qu'il y a une question de démarche d'investissement, il y a une question de nature de la dépense publique qui est beaucoup plus une question, non pas de l'investissement public au sens comptable, mais une question d'une démarche qui est orientée vers le moyen terme et qui vise à organiser des transitions, à organiser la transition écologique, qui vise à investir davantage dans les compétences. Donc ce n'est pas un problème d'investissement public au sens comptable, c'est beaucoup plus un problème de démarche générale dans la gestion de la dépense publique. On a eu beaucoup de court-termisme qui s'est installé dans la gestion des dépenses publiques, du fait des contraintes du pacte de stabilité et de croissance, mais du fait, de manière générale, de la situation de dette publique, du fait qu'on a une comptabilité publique qui ne favorise pas du tout l'orientation vers l'avenir, on n'utilise pas un concept d'amortissement. Donc il y a un certain nombre de facteurs comme ça. Donc je pense qu'il faut repenser la manière dont on gère la dépense publique. C'est un peu l'idée du plan d'investissement dont je me suis occupé il y a quelques semaines, et qui n'est pas un plan d'investissement au sens comptable, qui n'est pas un plan d'investissement au sens des infrastructures, mais qui est un plan d'investissement au sens du pilotage de la dépense par rapport à des finalités, assurer une certaine stabilité et une logique d'évaluation sur résultat. Bon, alors quant à la question sur le pacte de stabilité et de croissance, pour terminer là-dessus, il y a une vieille idée qui est de dire on sort les dépenses d'investissement. Moi, je suis très sceptique par rapport à ça. Parce que si on sort les dépenses d'investissement, on va favoriser quoi? On va favoriser l'investissement en capital matériel et on risque de défavoriser l'investissement en capital humain. Si on se met à sortir l'investissement en capital humain, on va dire que tous les salaires, tous les coûts de l'éducation vont passer dans la catégorie investissement. Bon, on voit bien que là, on peut avoir différents types de politiques
Et puis à partir du moment où on dit on met l'éducation, pourquoi pas mettre un certain nombre d'autres secteurs qui peuvent être prioritaires. Donc si on est dans une logique comptable, je pense qu'on se sort. Aujourd'hui, il faut concentrer l'effort d'investissement public sur les endroits où il y a une externalité. Il y a énormément d'argent privé. Il faut tuer l'idée qu'on a un problème d'argent. Le secteur privé est capable de financer tout ce qui est rentable du point de vue du secteur privé, dans les énergies renouvelables, dans l'éducation. Les écoles de commerce sont des écoles qui sont rentables. Enfin, et donc là où le secteur privé ne va pas, c'est des endroits où il y a des externalités fortes qu'il ne peut pas monétiser. Donc c'est effectivement une partie de l'éducation, la formation professionnelle, certaines infrastructures. Et donc voilà, donc il faut vraiment recentrer l'investissement. La transition écologique, la transition, le prix du carbone n'est pas au niveau. Voilà, et puis on sait très bien que l'externalité qui est que si on rénove l'habitat ancien, c'est totalement non rentable pour les propriétaires, mais c'est une grosse externalité d'indépendance énergétique. Enfin, donc, voilà, et donc je crois que c'est vraiment ça l'idée.